Bonjour, Bonjour, comment ça va aujourd'hui? et vous? Ça va très bien, je te remercie. Alors, du coup, tu m'as dit que tu voulais voir un petit peu tout ce qui était Renaissance en histoire. Alors, est-ce que c'est Oui. quelque chose que vous avez commencé à voir en classe? Oui, Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as compris? Pas trop? bah, j'ai très bien compris même. T'as très bien compris? Est-ce que Ouais. tu veux un petit peu... Comment? Est-ce que tu veux un petit peu m'expliquer ce que c'est? Bah, ouais. Vas-y, je t'en prie. Bah, la Renaissance, c'est un moment du coup de l'époque où en fait l'homme va commencer à refaire comme à l'époque de l'Antiquité, donc remettre l'humain au centre de tout, et ça va être aussi Exact. le début de l'humanisme. Voilà, c'est ça. Et on est à quelle époque? Euh, alors là, À peu près. Pas grave si tu as pas une date, mais on est à quelle époque? On est tout simplement à la fin du Moyen Âge. 16e, 17e. Ouais, c'est ça. Culturel et artistique. Du coup, nous, on va reprendre concrètement le programme, hein. Tout simplement, on va voir du coup Renaissance, humanisme et formes religieuses, les mutations de l'Europe. Et on va avoir là-dedans un premier cours, du coup, une période d'effervescence culturelle et artistique. Donc, on va commencer un petit peu par tout ce qui va être autour 15e, 16e siècle. On va voir notamment une soif de connaissance et un renouveau intellectuel. Alors, déjà, le 15e oui, et le 16e siècle sont marqués par une grande curiosité intellectuelle. Donc, toujours, cette curiosité va être grandissante et elle va se traduire par une volonté d'explorer le monde, de redécouvrir les savoirs artistique notamment, et de développer de nouvelles formes de pensée. C'est vrai qu'au Moyen Âge, on était dans une époque dite sombre, où finalement on s'intéressait ni trop à la culture, ni trop à l'art. Bon, c'était une époque, voilà, un petit peu d'enfermement culturel, etc., où on avait une très forte emprise finalement du clergé, mais au 15e, au 16e siècle, on commence par avoir une nouvelle curiosité artistique et intellectuelle. Donc ça va passer par développer de nouvelles formes de pensée, etc., redécouvrir des territoires. Et comme tu l'as très bien dit, ce mouvement est porté par l'humanisme. Alors, l'humanisme, c'est tout simplement une philosophie qui, comme tu l'as très bien dit, place l'homme au centre de la réflexion et valorise la raison. Donc, on va prendre des notes très rapidement. Curiosité intellectuelle et artistique grandissante, portée par l'humanisme. Ah, j'ai oublié la date. On est sur du 15e. Ça commence ici, mais on verra que ça va s'étendre. 15e, 16e siècle. Ok, porté par l'humanisme. Du coup, l'humanisme, c'est une philosophie qui place l'homme au centre de toute réflexion et valorise la raison. Ok, nickel. Bon, on a l'observation, etc., des études de textes anciens. On va renouer un petit peu avec l'Antiquité en étudiant des textes. Donc, on a des penseurs comme Erasme, on a Rabelais, Montaigne, qui vont un petit peu s'employer à promouvoir une éducation fondée sur l'apprentissage des langues anciennes, comme le grec, le latin et l'hébreu. Donc on a une approche assez critique de ce qui se faisait à l'Antiquité et on va, oui, commencer à mettre l'humain en avant, l'humain, la raison et ses valeurs.
Donc, on va retenir des noms quand même. Erasme, est-ce que tu les as vus ensemble? En classe? Oui. Ok. Et Montaigne, j'ai oublié son I. Voilà. Alors, je crois même qu'Erasme fera un objet d'étude en histoire géo, du coup, de seconde. Oui. Néanmoins, en tout cas, Rabelais, je pense qu'au collège, vous avez étudié Gargantua, possiblement. Euh, je sais plus. Bon, en tout cas, euh, ils vont prôner finalement une éducation basée sur l'étude critique des textes antiques, sur l'apprentissage des langues anciennes, grec, latin, hébreu, sur l'observation. Donc, ils vont essayer de se détacher d'une éducation purement médiévale, basée sur la connaissance des textes, notamment religieux, basée sur un petit peu de l'apprentissage par cœur. Et eux, ils vont favoriser un apprentissage humaniste, du coup basé sur les langues anciennes, la redécouverte des textes, l'esprit critique notamment. C'est quelque chose qu'ils vont beaucoup valoriser, mettre en avant l'esprit critique, l'observation, une étude non pas d'apprentissage par cœur, mais plus une étude par l'observation, la critique, etc., etc. Voilà, donc le libre arbitre sera au centre de l'éducation qu'ils vont essayer de transmettre. Ensuite, on a l'imprimerie inventée par Gutenberg. Est-ce que tu connais l'année? Euh, je n'en souviens plus. Non. Il n'y a pas de souci, c'est 1450. L'imprimerie inventée par Gutenberg en 1450. Et pourquoi c'est un tournant majeur, cette invention-là? Est-ce que tu sais? Bah, vu que maintenant les textes anciens ne seront plus écrits à la main, du coup, il y aura moins de changements dedans. Oui, c'est ça. Il y a possiblement moins d'erreurs et ça permet d'uniformiser l'écriture. Pourquoi? Parce que avant, c'était souvent des langues qui étaient parlées, etc. Et on n'avait pas non plus énormément d'écrits. Ce qui faisait qu'il n'y avait pas de règles orthographiques générales pour tout le territoire. On se voyait parfois écrire en phonétique. Et c'est vrai que les textes étaient écrits à la main. Donc il y avait des variantes en fonction des textes. Mais en tout cas, ça permet déjà de placer une norme et ça facilite notamment la diffusion des idées humanistes de la Renaissance en multipliant, vu que c'est plus écrit à la main, la production de livres à faible coût. Voilà. Et du coup, grâce à cette avancée, le savoir se diffuse rapidement à travers l'Europe. Bon, et du coup, s'il y a une diffusion du savoir, il y a tout ce qui va être débat intellectuel, remise en question des dogmes établis. Tout simplement, la population va commencer à échanger sur des petites choses autour de la culture, de l'intellect, du savoir, etc. Ça va donner lieu à des débats. Et qui dit débat dit remise en question finalement du dogme, donc de tout l'héritage, etc. du Moyen Âge. On va remettre en question ce qui nous a été transmis du Moyen Âge et on va commencer à réfléchir à tout ça et on va voir des réformes et des évolutions. Et par conséquent, remise en question des dogmes établis. Voilà pour tout ce qui était à peu près soif de connaissances. Donc, ça a commencé vraiment au début du XVe siècle. C'est au début du XVe siècle qu'on a commencé à avoir cette grande curiosité culturelle, intellectuelle, artistique, etc. Ensuite, on va voir un autre point de cours, une période de créativité technique et scientifique.
C'est vrai que la façon de penser, la façon de voir les choses change, mais les techniques changent également. La Renaissance, c'est également une époque de grands progrès techniques et scientifiques. On l'a d'ailleurs vu avec l'imprimerie de Gutenberg en 1450, mais il y aura plein d'autres progrès techniques et scientifiques au courant de cette période-là, qui est la Renaissance. Donc les savants, ils vont s'appuyer sur l'observation et l'expérience pour approfondir leur compréhension du monde. Tandis qu'au Moyen Âge, il n'y avait pas beaucoup d'évolution parce qu'on repartait sans cesse sur les mêmes acquis. À la Renaissance, on va vraiment chercher, observer, essayer de comprendre et on va au fur et à mesure en tirer des conséquences et pouvoir créer des choses. Donc les savants de la Renaissance, ils se basent sur une observation scientifique. Donc, ils ne vont rien prendre pour acquis, ils vont tout observer, essayer de tout comprendre pour approfondir leur compréhension du monde. Donc, le maître mot, c'est observation et expérience. Ok. Bon, on a des figures majeures comme évidemment Léonard de Vinci, qui est à la fois un artiste et un ingénieur et qui illustre plutôt pas mal cette approche pluridisciplinaire, donc en réalisant des études anatomiques, en concevant des machines volantes ou bien des machines de guerre. Bon, en tout cas, il va aussi imaginer un système d'irrigation. Dans le domaine de l'astronomie, on a Nicolas Copernic, du coup, qui va remettre en cause la vision géocentrique du monde en affirmant que la Terre tourne autour du Soleil et non que le système solaire tourne autour de la Terre. Donc, on a plein d'avancées. Donc, Léonard de Vinci. On a Nicolas Copernic. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être machine, art, etc. Ça, c'est pour tout ce qui va être astro, tout ce qui va être autour du système solaire. Donc, système héliocentré. Hop. Voilà, donc tout simplement, à l'époque, on croyait que tout tournait autour de la Terre. Grâce à Copernic, on sait maintenant que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et ben, ça sera une idée qui sera plus tard approfondie par Galilée et Kepler. On a aussi pas mal d'explorations maritimes, facilitées par les progrès en cartographie, en navigation. On a notamment des inventions comme la boussole, la caravelle. Bon, en tout cas, tout ça ouvre à de nouvelles perspectives et ça va permettre aux Européens de découvrir de nouveaux territoires, transformant un petit peu ainsi leur vision du monde. Donc, on va avoir. Est-ce que tu as encore d'autres évolutions qui te viennent en tête? Non. Quelle est pour toi la principale découverte d'autres territoires par les Européens? Hmm. Bah, les Amériques. Ouais, la découverte de l'Amérique. Est-ce que tu as une idée de la date précise et de qui a découvert l'Amérique, enfin de quel pays européen a découvert l'Amérique?
Alors, ce sont les Espagnols qui ont découvert l'Amérique, c'est Christophe Colomb en 492. Oui, nickel, très bien. Les Espagnols, en 492, oui, on retiendra le nom, la figure de Christophe Colomb, mais c'est en effet les Espagnols. Ok, les Espagnols, avec, j'ai oublié de dire, la découverte de l'Amérique. Nickel, très bien. Donc en tout cas, on aura toute une période autour de la technique, des sciences, etc. Mais on aura aussi pas mal d'avancées au niveau innovation. Est-ce que tu as des noms ou des innovations à me citer? Euh, Michel-Ange, Ouais, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? il a pas la, la chapelle Sixtine, le plafond. Ouais, et pourquoi c'est différent de ce qui se faisait au Moyen Âge? Qui va mettre l'homme au centre de tout ce qu'il a fait. Ouais, exact, c'est ça. On a tous cette effervescence artistique. On place vraiment l'art à une place très très importante à la Renaissance. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux peintures de la Renaissance en les comparant aux peintures du Moyen Âge? Est-ce que tu vois une différence? Le ménage sera beaucoup plus religieux, alors que la Renaissance sera beaucoup moins, et il fera un peu plus de choses. Exactement. Alors, au Moyen Âge, on était très axé sur la religion et on peignait en général des idoles. Donc des saints, tout simplement, les prophètes, etc., Marie-Jésus, etc., etc., etc. Mais on va plus peindre autour de la religion et la religion sera d'ailleurs le centre de tout ce qui se fera à l'époque. Et à la Renaissance, on va plus, c'est vrai que Michel-Ange a peint Dieu, etc. Il y aura cet aspect de religion, mais beaucoup, beaucoup moins. On va surtout se concentrer sur l'homme et on va notamment essayer de peindre de manière très réaliste. On va chercher à finalement peindre de manière très réaliste en reprenant vraiment les courbes de l'anatomie, les lumières. On va vraiment essayer de peindre les tissus, les draper à la perfection, les bâtiments, etc. Vraiment dans la recherche du réalisme inspiré des modèles antiques. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit au niveau de la littérature, de la peinture, de la sculpture, on va vraiment chercher à se rapprocher de ce qui se faisait à l'Antiquité. Donc en effet, bien vu, l'art de la Renaissance se distingue par une recherche de réalisme et d'harmonie inspirée des modèles antiques. Et oui, en peinture, du coup, on aura l'usage de perspectives qui permet de représenter avec beaucoup plus de profondeur. Au Moyen Âge, c'était très comme plat. Et la Renaissance, on va chercher à rajouter du volume. On va prendre n'importe laquelle, on va voir que c'est plat. Voilà, donc on n'a aucune perspective. Ok, c'est tout petit, super. On voit qu'on n'a aucune perspective, qu'on ne cherche pas forcément le réalisme. Ici, bon, on voit très bien que c'est une peinture. On voit surtout de la religion, en tout cas des choses qui font penser à des églises. On a des saints, donc des idoles avec les auréoles, etc. C'est partout. On ne respecte pas forcément l'anatomie du visage. Le décor est très minimaliste. Voilà, il n'y a aucune perspective. On voit que c'est quelque chose de très très plat. La main, par exemple, elle n'a aucun détail. Alors que peinture de la Renaissance, si on regarde Raphaël ou autre, on voit qu'il y a énormément, du coup, ça c'est ce que tu disais, la chapelle Sixtine. Là, du coup, on voit l'école d'Athènes, il y a énormément de perspectives. Il y a cette impression de profondeur. Donc voilà, toujours à la recherche du réalisme. On tombe tout le temps sur l'école d'Athènes, autre chose. Voilà, là pareil.
très, très bon exemple. On voit vraiment qu'il y a un fond et elle ne semble pas du tout appartenir au fond. Enfin, on voit clairement qu'il est derrière elle. Ok. Donc, on va rechercher la perspective. Perspective et représenter l'espace, le respect de l'anatomie, etc., etc., la profondeur. Et on retiendra des artistes célèbres comme Vinci, enfin de Vinci, pardon, Michel-Ange, Raphaël, etc. Bon, en tout cas, ces trois artistes-là, il y en a plein d'autres, mais bon, ce sont les principaux. Ils illustrent clairement cette nouvelle approche en jouant sur la lumière, en développant de nouvelles techniques de peinture, en respectant les proportions, l'expression des émotions, etc. Ensuite, en sculpture, on va découvrir tout ce qui va être donc les nus, les formes anatomiques parfaites. On a, bah, encore une fois, on a Michel-Ange, etc. En architecture, on a tout ce qui va être bah, un petit peu le renouveau avec l'influence du modèle antique, les colonnes, les frontons, les dômes. Donc en sculpture, anatomie, en architecture. On va avoir un renouveau avec l'influence modèle antique. Donc, colonne, fronton, dôme. Bon, voilà. On retrouve notamment des œuvres de Bramante, Palladio, je vais te le marquer. Ok, nickel. Bon, l'art devient un moyen d'exalter la grandeur de l'homme. Encore une fois, l'homme sera placé au centre de tous les intérêts. La grandeur de l'homme est témoignée de nouvelles conceptions du monde qui émergent au sein de la société. Bon, on va plus trop être axé sur la religion, mais vraiment sur l'homme. Et cette période d'effervescence intellectuelle, culturelle, elle marque une rupture brutale avec le Moyen Âge et annonce la transformation vers une Europe beaucoup plus moderne, une Europe où on a encore un petit peu des héritages. Est-ce que c'est compris? Oui. Nickel. Est-ce que tu as des questions? Non. Alors, j'aimerais qu'on passe quelques questions. Euh, Qu'est-ce que l'humanisme? Donc là, on va s'intéresser à la définition. Quels sont ses principes fondamentaux? Euh, Quels sont les grands penseurs de l'humanisme? Et comment leurs idées, très facile, se diffusent-elles? C'est juste des questions de cours. Diffusent-elles à travers l'Europe? Citer deux innovations scientifiques ou techniques de la Renaissance et expliquer leur impact sur la société. Quelles sont les principales innovations artistiques de la Renaissance? Donner deux exemples d'œuvres d'artistes emblématiques. Ok,
Alors, je te laisse quelques instants pour réfléchir. Je pense que 10 minutes, ça suffit. Et ensuite, Oui. on fera la correction ensemble. Mais c'est Ok. juste des petites questions de cours, quoi. C'est juste un petit peu répéter tout ce qu'on dit.
C'est bon. Ok, nickel. Du coup, on reprend nos questions. Qu'est-ce que l'humanisme? Alors, quelle est ta réponse? Bah, j'ai mis que l'humanisme est un mouvement intellectuel et culturel qui s'est créé en Europe pendant la Renaissance. Mhm. Et quels sont ces principes fondamentaux? Bah, c'est la redécouverte des textes anciens, la variation de l'individu et voilà. Exactement. Donc, c'est exactement ça, tout simplement. L'humanisme, c'est une philosophie. Attention, souviens-toi, qui place l'homme au centre, de la réflexion et qui valorise la raison, l'observation et l'étude des textes anciens, donc de l'Antiquité. Quels sont ces principes fondamentaux? Oui, bah, c'est tout simplement ça, c'est dit dans la définition. Quels sont les grands penseurs de l'humanisme et comment leurs idées se diffusent-elles à travers l'Europe? Bah, déjà, il y a Erasme et Thomas More, Oui, et ça se diffuse à travers le monde grâce à la création d'imprimerie par Gutenberg, nickel, c'est ça. Et l'imprimerie, du coup, ça a été inventé quand et par qui? par Jonas Gutenberg entre 1400 et 1468. C'est ça. Donc vers 1450, voilà, donc moitié du 15e. Ok, citer deux innovations scientifiques ou techniques de la Renaissance et expliquer leur impact dans la société. Bah, déjà, il y a l'imprimerie et la perspective linéaire pour la peinture. Ouais, ça c'est pour la peinture et tout ce qui est au niveau des sciences. Euh, Des sciences ou de la technique, hein, peu importe. L'héliocentrisme. Ouais, c'est ça. Donc finalement que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Ça, c'est très bien. Et ensuite, on avait tout ce qui était la boussole, la Oui, caravelle. Voilà, donc à peu près tout ça. Système d'irrigation. Pour tout ce qui est artistique, du coup, tu l'as dit. Est-ce que tu peux me citer deux artistes de la... euh, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Ok. Est-ce que tu peux me citer une œuvre pour chacun de ces artistes? Pour Léonard de Vinci et la Joconde. Hmm. Et pour Michel-Ange, bah, mince, je Le sais pas. David, par exemple, une de ses sculptures les plus célèbres. Tu peux retenir le David ou voilà, la chapelle Sixtine. Nickel. Est-ce que c'était difficile ou ça allait? Ça allait. Ouais, ça va, hein. Ok, du coup, on va faire le 2. Alors, on va partir sur un nouveau point de cours. On va faire le 2. Donc, penser et représenter l'homme à la Renaissance. On a tout d'abord une vision renouvelée de l'homme. Ok, une vision renouvelée de l'homme. Du coup, la Renaissance, elle marque un profond changement dans la manière dont l'homme est perçu. Ça, on l'a très bien compris, on fait que le répéter. Mais c'est inspiré par les textes antiques de philosophes comme Platon, Aristote ou Cicéron. Donc les humanistes, ils placent l'homme au centre de leur réflexion et cette nouvelle pensée s'oppose à la vision médiévale où l'homme était considéré comme un être avant tout soumis à Dieu. Donc Dieu serait l'être nécessaire, en gros, l'être parfait, et que les hommes ne seraient qu'une création imparfaite de Dieu. Donc on va totalement oublier cette vision moyenâgeuse-là pour placer l'homme au centre de toute réflexion. Donc de l'art, de la technique, de la science, etc. Bon, donc les humanistes, ils mettent avant tout le libre arbitre, les capacités intellectuelles et le potentiel créatif de l'homme. Hum, étude des textes anciens.
Donc là, on va retenir Aristote, Platon et Cicéron. Homme au centre de toute réflexion, contrairement au Moyen Âge, qui plaçait Dieu au premier plan. Et là, étude des capacités intellectuelles, artistiques, de l'homme. Point d'honneur au libre arbitre. Donc vraiment, on mettait très clairement du coup en avant le libre arbitre, etc. Donc toute cette capacité de critique et de réflexion de l'homme. Mais on mettait en avant aussi tout ce qu'il pouvait faire au niveau de l'artistique, de l'intellectuel, etc. En tout cas, on va avoir une autre manière de voir l'homme. Avant, ce n'était qu'un être du coup qui était soumis à Dieu. Maintenant, c'est un être à part entière qui a de multiples capacités et de multiples facettes. Du coup, on a des penseurs comme Pic de la Mirandole dans son discours sur la dignité de l'homme, publié et écrit en 1486, qui affirme que l'homme est maître de son destin et peut s'élever par la connaissance. Et cette idée, ça se reflète aussi dans l'éducation, donc qui va valoriser un apprentissage complet, donc qui va mêler lettres, sciences, art. On va plus s'intéresser uniquement aux textes bibliques et à l'apprentissage pur et dur, non. On va toucher à plein de domaines. L'art, les lettres, la science, plein de choses. C'est une éducation très complète qu'on veut transmettre à cette époque-là. Et l'éducation humaniste cherche à former des individus accomplis, capables de raisonner par eux-mêmes. Donc encore une fois, on va vraiment mettre en avant le libre arbitre. Le libre arbitre, la capacité de critique et de réflexion. Par l'éducation, on va aussi mettre en avant la capacité à contribuer à la société. De la Mirandole, les discours sur la dignité de l'homme en 1486. Du coup, l'homme est maître. Donc, avec une éducation très complète, art, sciences, lettres, mais aussi capacité de réflexion, contribution à la société. Donc, on a une nouvelle conception de la philosophie, de la littérature, mais aussi des matières beaucoup plus scientifiques. Très bien. Ensuite, c'est pas seulement la vision qui change, mais la manière de représenter l'homme. Du coup, cette vision renouvelée de l'homme se traduit par une transformation radicale des arts visuels. Donc, les artistes de la Renaissance, comme on l'a déjà un petit peu évoqué avant, cherchent vraiment à représenter l'être humain de la façon la plus réaliste et expressive possible, en s'inspirant des proportions idéales, des études anatomiques très précises, contrairement aux représentations médiévales qui sont assez figées, comme on l'a vu avant, par des images qui sont surtout symboliques. Donc voilà, ici, à la Renaissance, on va mettre en avant le naturel, la proportion, l'anatomie, afin de respecter l'être humain.
On va aussi avoir tout ce qui va être perspective, étude du mouvement, de la perspective. Et du coup, on a une œuvre très célèbre, notamment Léonard de Vinci et son célèbre homme de Vitruve qui illustre un petit peu cette quête d'harmonie et de perfection du corps humain. Donc tu vois, l'homme de Vitruve, c'est l'homme qui rentre dans un cercle. Non, j'ai jamais vu. Alors je vais te montrer, ça va te revenir directement. Alors, Vitruve. Voilà, c'est ça. Ah oui, oui, d'accord, ok, c'est bon. Donc, tu vois, c'est ça qui représente du coup la quête de l'harmonie, de la perfection. Donc, tu vois que ça rentre dans un cercle, toutes les proportions sont respectées. On va s'appuyer sur des récits, etc., de l'architecte de Romain de Vitruve. On a Michel-Ange avec sa statue du coup de David qu'on a évoquée avant. Ok, la statue de David, donc de Michel-Ange, qui magnifie le corps humain en représentant un homme avec une musculature détaillée, dynamique, euh, très très réaliste. Donc il a essayé de représenter le mouvement. Donc on le voit un petit peu, on voit qu'il est en mouvement. Il a essayé de représenter les expressions. Il a des sourcils un peu froncés, etc. Et on a dans la peinture du coup des artistes comme Raphaël, Botticelli qui créent des portraits qui capturent vraiment la psychologie, l'individualité des personnages, donc donnant une nouvelle profondeur aux figures humaines. Donc, Raphaël. Voilà. Donc les portraits. Pollution, là. Ok, c'est bon. On a du coup des portraits où on voit vraiment l'individualité de la personne, on voit que les traits sont vraiment propres et que c'est pas juste un être humain qu'on a représenté. Pareil, ici, il a essayé de représenter un petit peu le mouvement, le regard, c'est pas juste une personne, soit de face, soit de profil. Bon, voilà, ici, on a un ange assez pensif. Qu'est-ce qu'on peut regarder chez Botticelli? Voilà, encore une fois, le mouvement. Bon, en tout cas, on va être dans complètement autre chose. Et je pense que plutôt que de te l'écrire sur le diapo, je pense que je vais tout simplement mettre des illustrations, ça sera beaucoup plus communicatif. Ah. À mon sens, ici, ça ne sert à rien d'écrire. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et je vais mettre la dernière de Raphaël. Hop, nickel. Comme ça, tu as tout et c'est beaucoup mieux avec des représentations. Nickel. Ok, donc représenter l'homme, représenter l'anatomie parfaite, etc., en s'appuyant sur des écrits, sur une étude des sciences. Bon, on va essayer de représenter également l'individualité, donc avec des caractères qui sont propres. Même on voit une posture du coup qu'il a reprise exactement de la personne. Bon, on a aussi l'invention de la perspective par Brunelleschi. Alors ça, je vais le marquer là. Invention de la perspective.
Puis, hop, comme ça. Et on a aussi son utilisation dans les tableaux, donc qui permettent de donner une impression de profondeur, de réalisme encore plus accentué, donc qui n'a jamais été vu, qui n'a jamais été fait auparavant. Donc l'art devient un moyen de glorifier l'homme. Un moyen de glorifier l'homme et son intelligence. En accord avec les valeurs humanistes. Et pour finir, on va s'intéresser à la place du coup des artistes humanistes à cette époque-là. Donc les artistes, ils sont plus de simples artisans anonymes, mais ils vont devenir des personnalités. Ils ne vont plus travailler pour des commanditaires religieux ou scénarios. Ils vont devenir de véritables intellectuels reconnus pour leur génie et leur créativité. Donc, ils vont commencer à signer leurs œuvres, à revendiquer leur individualité, et ils vont tout simplement s'inscrire dans l'esprit humaniste. Donc, ça va plus être des artisans, mais vraiment des artistes reconnus, célèbres. Ils vont d'ailleurs signer leurs œuvres. Et on a aussi des artistes, du coup, qui ne sont pas que des peintres, pas que des sculpteurs, mais qui sont des inventeurs, des ingénieurs, des théoriciens de l'art. Par exemple, Léonard de Vinci et Albrecht Dürer, voilà, qui ont vraiment fait énormément de théories sur l'art, donc proportion du corps humain, effet de lumière, composition des couleurs, donc vraiment pour rechercher à avoir quelque chose d'extrêmement fidèle. Donc les artistes ne sont plus des artisans, de véritables, comment on pourrait dire ça, intellectuels. Certains sont aussi des techniciens, comme Albrecht Dürer. Ok, et grâce à l'imprimerie et aux échanges entre les grandes villes européennes, notamment Florence, Rome, Venise, Anvers, Paris, etc., donc leurs œuvres et leurs idées se diffusent beaucoup plus largement. Et on a des mécènes comme les Médicis, par exemple, à Florence, ou François Ier en France, qui favorisent cette évolution, donc en soutenant financièrement les artistes. Donc la famille Médicis et François Ier en France. Voilà, donc ils vont soutenir financièrement les artistes afin qu'ils puissent vivre de leur art. Et ils vont également commander des œuvres célèbres. Bon. En tout cas, la Renaissance, ça marque une rupture décisive dans l'histoire de la pensée et des arts. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non. Non, ça va? Alors, ce qu'on va faire, c'est que demain, on va reprendre du coup avec tout ce qui est français et théâtre. Donc là, je t'avais demandé pour demain, du coup, d'essayer un petit peu d'apprendre le vocabulaire du théâtre, histoire que nous, on puisse faire des exercices et mettre un petit peu tout ça en forme. Et pour la Renaissance, du coup, on reprendra ça jeudi. Et là, pareil, apprendre ce cours-là, même si ça m'a l'air d'être plutôt su. Et on va essayer de voir pour faire des exercices et finir notamment le chapitre, parce que là, j'ai pas fini, il me manque un point. Ok. Donc,
on va faire. Alors, je regarde juste quand on se revoit. Non, vendredi. Vendredi, on finira la Renaissance. Du coup, il me reste un point de cours à voir et on fera du coup des exercices. Et demain, on se retrouve avec le théâtre. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est pour moi. Bon, ben nickel. Alors, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. À demain, au revoir. Au revoir.